Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Béatrice Mathieu, rédactrice en chef de l'Express, Jean-François Copé, ancien ministre, Chloé Morin, politiste, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, Hervé Novelli, ancien ministre, et Pierre-Henri Tavoyot, philosophe, pour cette table ronde. Quel avenir pour la politique de l'État? Bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis très content de voir qu'on peut réunir 500 ou 600 personnes un samedi matin à 9 h. En même temps, on a vraiment commencé par une table ronde avec un plateau absolument exceptionnel. Là encore, je pense qu'il y a vraiment qu'ici qu'on retrouve ce niveau de qualité et de prestige. Donc, merci à tous. Béatrice, je te laisse présenter nos invités, même si tout le monde les connaît. Bon, allez, je vais le faire rapidement. Mais Hervé Novelli, un des piliers, ancien ministre, l'auto-entrepreneur. David Lisnard, évidemment, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Chloé Morin, qui a écrit un livre très important qui s'appelle On a les élus qu'on mérite. Voilà. Ouais, bravo, ouais, absolument. C'est magnifique. Jean-François Copé, qui a occupé une quarantaine de ministères et qui est évidemment maire de Meaux et avocat. Et Pierre-Henri Tavoyot, philosophe, qui a une particularité, c'est qu'il a toujours raison. Moi, je dis, voilà, il y a des gens qui chantent juste, vous savez, et Pierre-Henri, il pense juste. Voilà. Tiens, je te laisse, Béatrice. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on a 1 heure devant nous, une bonne heure, pour un débat qui pourrait durer finalement toute une journée, tellement il est important, celui de la réforme de l'État et de la politique. Je voudrais juste partir sur 2 paradoxes. Le premier, c'est qu'on a 59% de dépenses publiques rapportées au PIB, c'est un des plus hauts niveaux des grands pays, et une insatisfaction croissante des Français sur leurs services publics, sur la qualité de ces services publics, aussi bien la santé, l'éducation, les transports. Et puis, deuxième paradoxe, on a aussi dans toutes les enquêtes en fait, qui sont faites, à la fois des Français qui disent il y a trop de normes, trop de bureaucratie, et en même temps un besoin toujours de protection d'un État nounou et qui devient obèse et un peu omnipotent. Chloé, sur ce constat et les conséquences, comment décrivez-nous ce que vous pensez sur ça? Alors, sur l'idée des services publics et de la réforme de l'État, vous l'avez très bien dit, en fait, le constat que font la plupart des Français, c'est qu'il y a un gouffre entre la qualité de prestations qu'on peut obtenir dans le privé, où vous pouvez vous faire livrer en 1 heure, ou quand vous appelez une hotline d'un opérateur, vous pouvez l'appeler limite au milieu de la nuit, et donc avoir une qualité de service qui, du fait de la concurrence, augmente sans cesse. Et de l'autre côté, lorsque vous demandez, ce qui a été mon cas récemment, un rendez-vous à la CAF, on vous donne un créneau horaire 3 semaines après. Lorsque vous allez sur le portail de Pôle emploi, le truc est tellement antique que vous perdez et vous vous dites c'est pas possible, ce truc a été inventé dans les années 2000. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que les gens se rendent bien compte que la qualité des services publics n'est sans doute pas à la hauteur des dépenses que l'on fait. Pour autant, malgré ce constat généralisé, l'impression que l'on a, c'est qu'il y a eu des dizaines de réformes de l'État, de chocs de simplification. On se souvient par exemple celui qui avait été lancé en grande pompe sous Hollande, et ça n'aboutit à rien. Les choses se complexifient, la qualité des services se dégrade pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais donc, lorsqu'on parle d'abstention, de crise démocratique, de fracture entre les élites et les citoyens, il me semble qu'il y a là un sujet, une explication majeure. Et c'est d'autant plus important qu'à chaque présidentielle, et la dernière élection présidentielle a été une parfaite illustration de cela, nous n'arrivons pas à avoir un débat sérieux là-dessus. C'est-à-dire qu'on a droit aux mêmes caricatures, avec la gauche d'un côté qui vous dit il faut dépenser plus, sans doute qu'il y a des endroits où il faut dépenser plus, et la droite qui vous dit si on avait moins de fonctionnaires, ça serait... je caricature, mais souvent, le débat sur la réforme de l'État a l'air de se résumer à ça, alors qu'il est... Plus ou moins de fonctionnaires. Voilà, plus ou moins de fonctionnaires. Alors que, et je pense que les personnes sur cette table ronde seront d'accord, c'est infiniment plus complexe que ça. Bien sûr.
Le risque politique, Hervé Novelli, de cette insatisfaction, on l'a vu. Vous n'avez. Est-ce qu'il y a je crois que vous en avez un sur le. Voilà. J'étais assis dessus. Je me disais aussi, c'était gênant. On ne vous a pas coupé la parole. Alors, vous m'interrogez sur le risque politique. Je dis, voilà, la deuxième. Là, Chloé vient nous faire le constat. Là, le risque politique. Bon, d'abord, je voudrais dire que je partage le constat. Et je voudrais le remettre dans le contexte d'une montée de l'abstention. Parce que finalement, le rôle du politique, c'est de mener des actions, mais avant, il faut se faire élire. Et depuis 30 ans, aujourd'hui, on assiste à une désaffection envers les urnes, sauf pour l'élection présidentielle, comme si les Français s'en remettaient à l'homme qui va, ou la femme, qui va sauver la France. Et cette montée de l'abstention, je crois qu'il faut la relier à tout ce que vient de dire Chloé. C'est-à-dire que les gens se disent « à quoi bon ?» Ça ne sert à rien que je vote pour l'un ou pour l'autre, à droite ou à gauche, ça ne change pas. Et donc cette insatisfaction, elle atteint son maximum, je crois, dans la crise du Covid, dont on voit bien qu'il faut tirer, ou en tout cas qu'il y a eu des actes qui ont été posés et qui ont révélé des choses. La première révélation, c'est que l'État n'était pas là où on s'attendait, où on pensait qu'il serait. Sur la santé, sur l'éducation, l'effondrement de l'éducation en France est un vrai sujet. Et ce sujet, il est encore plus précieux lorsqu'on le compare aux sommes qui sont dépensées. Et c'est cela qui, aujourd'hui, je crois, doit interpeller. On a rappelé ce chiffre de 59% des dépenses publiques. Il ne veut pas dire grand-chose pour les gens. Mais il veut dire que l'État dépense et dépense plus qu'ailleurs pour des résultats qui sont inversement proportionnels. Et ça pose le problème, je crois, de manière très cruciale, et le Covid le révèle, qu'on ne peut pas dépenser plus, à 59-60%, jusqu'où va-t-on aller, et donc que l'on doit hiérarchiser, que l'on doit enfin choisir ce que l'État doit faire et ce que l'État ne doit plus faire, sans pour autant que les actions ne soient pas menées. Et c'est cette crise du Covid qui, je crois, devrait être l'occasion de se livrer à cette réflexion sur la reconfiguration de l'État. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un État moderne ? Et donc, on parle de réforme de l'État, mais ce terme est tellement galvaudé qu'il vaut mieux parler d'une reconfiguration, d'une modernisation de l'État. On se dit, est-ce possible ? Et les gens nous disent, non, mais on ne peut pas réformer. C'est comme ça, on a des besoins à satisfaire, et il faut donc dépenser pour les satisfaire. Eh bien non, car d'autres pays l'ont fait autour de nous, sans bruit, mais ils se sont livrés à cette réflexion sur ce qu'est un État, aujourd'hui au XXIe siècle. Les Canadiens l'ont fait il y a 20 ans. Les Canadiens se sont livrés, alors ils l'ont fait de manière, et ce sera difficile en France, ils l'ont fait de manière consensuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand débat sur ce que l'État devrait faire au Canada et ce qu'il ne devrait plus faire. On était à plus de 6% de déficit et des dépenses publiques qui galopaient. Et ils ont donc mené ce débat, obtenu un consensus à tous les niveaux de nos institutions, nationales, régionales, communales. Et ensuite, eh bien, ils se sont livrés à cette suppression d'emplois, mais assis sur un consensus pour mettre le paquet sur d'autres sphères du gouvernement. Ça a été cette réforme canadienne qui a eu un succès, puisqu'en 3 ans, les finances ont été rétablies et un certain nombre de ministères ont été supprimés.
ont été laissés à l'initiative privée pour les missions qu'ils remplissaient, parce que ce n'était pas au cœur des réflexions de l'État, et donc ça a été fait. Ça a été fait aussi en Suède, de manière différente, puisque là, on a confié le soin à des autorités indépendantes de mener, à titre avec des contractuels, de mener les actions qui étaient auparavant menées par un certain nombre de ministères. Et cela a aussi marché. Donc il y a des voies pour reconfigurer un État, et ces voies peuvent être empruntées avec succès. Et aujourd'hui, en France, eh bien, il y a une grande interrogation et une sorte de retour vers une sphère de plus en plus privée, de plus en plus contrainte, et un État de plus en plus tentaculaire. Avec des bonnes raisons, je l'ai dit, des raisons de protection sanitaire, aujourd'hui avec la hausse des taux, avec la crise économique, pour d'autres raisons. Mais cet État est en train de manger peu à peu la sphère des libertés, et notamment des libertés individuelles. C'est très important que de le constater. Un État qui est impuissant à régler des problèmes collectifs, mais qui va donc s'attacher à réguler notre sphère privée de manière de plus en plus importante. Alors on va regarder. Et c'est cela, en conclusion, que je voulais dire. Tocqueville a décrit cette oppression démocratique, ce monstre froid qui peu à peu mange nos libertés. On y est aujourd'hui. Et donc, que va-t-on faire? Alors Tocqueville et Paul Valéry. Pierre-Henri Tavoileau, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit, moi j'ai envie de commencer par une très belle phrase de Paul Valéry. Il faut relire Paul Valéry. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Voilà le paradoxe. Voilà le paradoxe. Et c'est en effet la difficulté quand on se pose la question de savoir ce qui est au cœur de la crise de la démocratie aujourd'hui. Certains disent que c'est la crise de la représentation, c'est-à-dire que les citoyens seraient mal représentés, que les élus ne représenteraient pas bien les citoyens. Là, il faudrait une assemblée nationale qui soit le reflet, avec des jeunes, avec plus de femmes, avec les catégories professionnelles, avec une sorte de représentation reflet. Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit du tout le cœur du problème, parce qu'un des éléments forts de notre démocratie, c'est qu'un représentant ou même un votant, quand il vote, il est lui-même représentant, il ne représente pas que ses intérêts. Il pense à l'intérêt général. Donc le fait qu'il y ait plus de vieux à l'Assemblée, moi personnellement, ne me gêne pas. Les jeunes ont autre chose à faire, ils doivent se construire leur existence. Et si simplement les vieux pensent aux jeunes, c'est bien. Ce n'est pas la peine que les jeunes représentent leurs intérêts. Donc je pense que le cœur de la crise, c'est pas la crise de l'Europe. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Oui, mais c'est pas moi, je pense beaucoup à mes enfants quand je vote, et à l'avenir. C'est ce que disait d'ailleurs Luc Ferry hier. Donc, je pense que le cœur, c'est pas la crise de la représentation. Je vais même dire, jamais les citoyens n'ont été aussi bien représentés qu'aujourd'hui. Le moindre élu, et il y en a beaucoup dans la salle, essaye d'identifier le moindre souhait, le moindre désir, avec d'ailleurs le risque qu'à force de se focaliser sur les intérêts particuliers, l'intérêt général disparaît. Donc ce n'est pas le cœur de la crise, me semble-t-il. Le cœur de la crise, c'est l'impuissance publique, en effet. C'est l'impuissance publique, le fait que... Et c'est très... Comment dire, pour un libéral comme je suis, c'est pas du tout contradictoire, parce que pendant très longtemps, le libéralisme a dit l'ennemi, c'est l'abus de pouvoir. Parce qu'il y avait un pouvoir très fort et il fallait effectivement organiser, comme disait Montesquieu, des contre-pouvoirs. Je pense qu'aujourd'hui, tout en restant libéral, on peut considérer que le problème, c'est les abus de contre-pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons des grosses difficultés sur le fait que partout, l'exercice du pouvoir est empêché. Empêché par quoi? 3 éléments. 1, la mondialisation, on va dire, au sens le plus global du terme, le fait que nous sommes dans un univers mondialisé, même si c'est en train un peu de changer, et que les enjeux font que ce qu'un État pouvait faire pour lui jadis, c'est plus possible. Les contraintes économiques, la régulation internationale font que voilà, on a des contraintes, des enjeux, des défis aussi, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. Les deux, c'est par exemple les défis environnementaux, c'est clair que ce n'est pas la France qui va les régler. Donc la marge de manœuvre du fait de cette mondialisation est plus faible. Deuxième élément, l'empire du droit. Un droit qui devient hypertrophié, qui devient ultra complexe. Aujourd'hui, l'adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi »,
Franchement, qui dans la salle peut dire « je n'ignore pas la loi » ? C'est impossible. On a calculé les règlements français. Il faut aujourd'hui passer, je crois, 68 jours, nuit et jour, 24 heures sur 24, pour les lire, pas pour les comprendre, pour les lire. Donc on est dans une logique où ce droit qui était réputé être protecteur des libertés devient oppresseur et insécurisant. Deuxième élément. Troisième élément de l'impuissance publique, la médiatisation, qui a évidemment, quand on parlait de publicité au sens des Lumières, beaucoup d'avantages, parce que ça rendait l'action publique. Mais cet idéal de transparence, aujourd'hui, devient très problématique. Comment gouverner quand les projecteurs sont 24 heures sur 24 braqués, pour le meilleur comme pour le pire, sur ceux qui gouvernent? Il faut du secret dans le gouvernement. Pas ad vitam aeternam, mais il faut du secret jusqu'à ce qu'on rende des comptes. Et là, il faut de la publicité. Voilà, donc les trois éléments qui contribuent de manière conjoncturelle à l'impuissance publique. Il y a un élément plus profond en démocratie qui fait qu'il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'une décision politique a toujours, et je parle sous le contrôle des élus ici, une dimension tragique. Qu'est-ce que le tragique ? Le tragique, c'est quand vous avez le choix, non pas entre le bien et le mal. À la limite, si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin de politique. C'est entre le mal et le pire. Voilà. C'est ça. Décider en politique, et dans beaucoup de nos décisions personnelles, c'est jamais entre la bonne et la mauvaise. C'est entre la mauvaise et la encore plus mauvaise. Du coup, l'effet, c'est que en démocratie, alors dans les systèmes politiques traditionnels, ça marchait bien parce que le mec était tout seul, il décidait, donc il avait de comptes à rendre à Dieu, aux ancêtres, mais ils étaient morts, et à la nature qu'il interprétait comme il voulait. Aujourd'hui, on doit rendre des comptes au peuple. Donc si vous avez la décision entre le mal et le pire, ça veut dire que de toute façon, vous aurez des mécontents. Mettons 60% ou 40% de mécontents. Et traditionnellement, les mécontents sont plus bruyants que les gens qui sont partisans. Donc vous allez plus les entendre. Et donc, le politique, aujourd'hui, est tétasiné, et c'est un élément de l'impuissance publique, par le fait que, quoi qu'il fasse, il aura de toute façon des gens qui vont manifester bruyamment contre lui. D'où la tentation très forte, en démocratie, de ne pas décider. Ou de se défausser sur des autres. Par exemple, les autorités administratives indépendantes. Vous le citiez tout à l'heure, mais c'est aussi un refus de la politique, c'est-à-dire de dire « Ah non, mais je ne suis pas légitime pour commander, donc je délègue à des autorités. » Et on leur file le pouvoir, à la CNIL, à l'autorité de l'audiovisuel, on leur donne le pouvoir. Et ce pouvoir, progressivement, se coupe de la légitimité démocratique. Raymond Aron disait « Nul n'obéit à qui ne croit pas à son droit de commander. » Et on est un peu dans cette situation aujourd'hui. Je crois que Chloé, vous aviez... Je crois que vous vouliez rebondir sur un ou deux points de ce que vous venez de dire. Oui, juste deux choses. La première sur les politiques, puisque c'est le sujet de mon dernier livre, comme l'a dit Nicolas Bouzou tout à l'heure. Et je pense que c'est important de le dire, d'autant plus que les politiques eux-mêmes ne peuvent pas trop le dire. Mais c'est qu'on a un sujet de... en gros, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. À force de détestation des élus, pour de bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs, à force de détestation des élus, de contraintes multiples qui ont très bien été décrites, tous les contre-pouvoirs qu'on a accumulés et qui font que le pouvoir s'est ossifié. Aujourd'hui, Jean-François Copé disait le pouvoir du maire, et je pense que David Lisnard sera d'accord, le pouvoir du maire, enfin la fonction de maire, c'est une des fonctions où on a encore du pouvoir, on peut décider, mais au-dessus, on a accumulé tellement de strates, de contraintes, de contre-pouvoirs, d'autorités indépendantes, de normes et de pare-feu dans tous les sens que même lorsque vous interrogez des gens qui ont été premiers ministres aujourd'hui, ils vous disent bon, il y a quand même des marges de manœuvre qui sont très très restreintes. Et ça, c'est un problème énorme. Donc on met des contraintes, de la transparence, on demande aux élus toujours plus de transparence, y compris sur leur vie privée. On va traquer où est-ce qu'ils mettent leurs enfants à l'école, est-ce qu'ils ont une voiture qui est conforme à leurs engagements écologiques, est-ce que ceci, est-ce que cela, ça devient complètement, envahissant. Et puis une précarisation à la fois symbolique, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur les élus
n'est pas du tout celui qu'on avait il y a 20 ou 30 ans pour des gens qui étaient quand même des représentants de la nation et qui donc avaient un statut respectable. Et une précarisation financière aussi. C'est-à-dire qu'il suffit de demander à un élu local combien il gagne pour se rendre compte que en fait, les élus, dans leur immense majorité en France, ne se remplissent pas les poches. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'on arrive dans une période où il faut réformer l'État, il faut faire face à la crise climatique. Il y a des contraintes et des sujets qui sont vraiment extrêmement complexes. Donc, on aurait besoin des meilleurs pour décider. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on est en train de décourager les meilleurs. Et moi, je regarde dans ma génération et celle d'après, les meilleurs qui sortent des grandes écoles, ils ne vont pas en politique aujourd'hui. Alors, on a fait le constat. Maintenant, comment on fait? Comment l'étape d'après? Comment on parvient à réformer, même si le mot est galvaudé, j'ai bien retenu ça, l'État et la politique. Jean-François Copé et David Lisnard, un peu la même question à vous deux. David Lisnard. Vaste programme, redit le général. Je crois que tout ce qui vient d'être décrit, et la réponse, elle réside là, traduit en fait une crise de la responsabilité. C'est-à-dire une dilution de la responsabilité. Cette crise civique qui se traduit par des taux d'abstention records, qui se traduit aussi au-delà des taux d'abstention. Lorsqu'un sondage laisse apparaître que les moins de 30 ans mettent sur le même plan, le même pied, la démocratie et des régimes plus autoritaires, les violences, notamment les violences sur les élus. Et c'est toujours très étrange d'être élu, d'être maire, et d'entendre parler de nous à la troisième personne. Enfin, je ne vais pas paraphraser Simone de Beauvoir, mais on ne naît pas élu, on le devient. Sauf pour certaines filières inversées de très hauts fonctionnaires à qui on confie un mandat quasi automatique. Donc, le nœud gordien, pour reprendre le titre du livre du grand président Pompidou, c'est celui qui doit réunir la performance publique, la puissance publique, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que la crise civique est une crise de la puissance publique, j'en suis archi convaincu. Ce décalage entre l'emphase des mots, le théâtre politique, nous condamnons avec la plus grande fermeté, nous ne laisserons plus jamais passer cela, enfin voilà, tout le quotidien, ça, et puis l'atrophie des actes. Dans le en même tentisme qui va déclarer de façon très martiale que nous allons, avec la 36e loi sur l'immigration en 40 ans, enfin maîtriser une politique de peuplement pour réussir l'assimilation, pour régénérer la nation française, mais de façon maîtrisée, et puis d'être incapable de maîtriser 12 mineurs qui fuguent d'un centre administratif la même journée. Donc, ça, c'est une réalité, mais ce qui est certain, c'est que ces crises-là, donc d'approche, d'abstention, etc., renvoient à une crise de la responsabilité. Et il me semble, pour être très général encore, mais on pourra aller plus dans le détail, que la capacité que l'on peut avoir de retrouver à la fois du sens commun, du sens collectif, de ce sentiment d'appartenance à la nation, dépend de la délibération, on l'a dit, mais de la capacité de décider, d'évaluer, de rendre des comptes, d'ajuster. Et pour cela, il faut trancher ce nœud gordien qui fait, et j'essaie de synthétiser un peu, que nous avons le record de la dépense publique, et parallèlement, nous avons des fonctionnaires qui sont souvent moins bien payés qu'ailleurs, des gens intègres, compétents, dévoués, qui manquent de sens à leur mission. Nous arrivons à ce paradoxe de ne pas satisfaire l'usager alors que le contribuable paie plus, globalement. Le fait d'avoir... On nous parle de fin de l'abondance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la fin de l'abondance de la dépense publique. En revanche, lorsqu'il y a une crise sanitaire, dans le pays qui a le record des prélèvements obligatoires, impôts et charges, et de la dépense publique, on n'a pas de masque. Et on nous explique, on adapte la doctrine politique. Donc déjà, ça commence par la vérité, quoi, la réponse à votre question. On adapte la doctrine politique à la pénurie de l'exécution. On explique qu'on ne sait pas mettre le masque, ça ne sert à rien, alors qu'on savait pertinemment qu'il fallait les mettre. Et on va attaquer des mairies qui distribuent des masques à tout le monde. On a vécu ça, quand même. Hein. Le deuxième élément, toujours abondance de dépenses publiques
mais incendie, pénurie de Canadair. En revanche, les SDIS, pas de problème. Et je commence à répondre. Les SDIS ont des moyens. Personne ne le contestera ici. Et en revanche, ce qui dépendait de l'État, pas de Canadair. Abondance de faits de délinquance. On a eu historiquement une société qui a diminué en violence, et tant mieux, au moins depuis la Renaissance. Et puis, depuis une trentaine d'années, on voit des chiffres incontestables qui ne sont pas des biais. Le nombre d'homicides par habitant qui augmente à nouveau, alors qu'il y avait une tendance lourde à la baisse. Le nombre de rixes par couteau. Nous, on le constate de façon inductive dans nos communes. C'est-à-dire que moi, j'ai maintenant plus de 20 ans d'expérience d'élu local, je suis là depuis 2014. Les rixes au couteau, c'était assez anecdotique, assez rare, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est coutumier. Coutumier. Donc on a beau vous dire, on peut vous raconter ce que l'on veut, c'est une réalité. Mais bien, abondance de ces faits, abondance de dépenses publiques, mais pénurie de places de prison. Et par rapport au nombre d'habitants, par rapport aux autres pays. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que, et c'est exactement ce que disait Chloé Morin, c'est-à-dire que le débat absurde entre trop pas, c'est que l'efficacité de la dépense publique doit être au cœur du débat. C'est que chacun doit se concentrer sur le chef de l'État, quel qu'il soit. Il y a 40 ans de dérive sociale étatiste, avec quelques exceptions heureuses, et que le chef de l'État doit chefer l'État, beaucoup plus l'État, et beaucoup moins la société. Que l'État doit intervenir a posteriori et beaucoup moins a priori, doit être beaucoup plus implacable à l'égard de ceux qui abusent et beaucoup moins entraver ceux qui usent, c'est-à-dire beaucoup plus pénaliser l'abus que l'usage. Or, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Plus l'État est impuissant à exercer a posteriori ses fonctions de respect des dispositions d'ordre public, au sens large du terme, plus il entrave a priori, et il génère pour cela une bureaucratie qui est au cœur de ce nœud gordien, et ce qui me permet de citer l'excellent maire de Saint-Raphaël, dont il faut acheter le livre, sur lequel je n'ai pas de droit, malgré cette introduction, cette préface que j'ai écrite de ma plume estivale. Mais, donc, le nœud gordien est là. Pourquoi on dépense plus? Pourquoi on prélève plus? Et pourquoi on a un service public de plus en plus désincarné, notamment dans les services de l'État? Vous appelez, moi je ne supporte plus les trucs où vous tapez dièse, etc. C'est vrai pour toutes les grandes organisations, où vous n'avez plus une voix humaine. Vous passez votre vie, où vous vous auto-bureaucratisez parce que vous n'avez personne en face de vous. Mais c'est vrai avec une banque. Je trouve délirant de payer des frais de virement bancaire alors que c'est moi maintenant qui le fais sur mon appli. Voilà. Je devrais être rémunéré par le banquier pour faire ça. Donc tout ça est révélateur. C'est pas une digression, encore moins, enfin j'espère une divagation. C'est révélateur tout simplement du fait qu'on a opposé dans les débats une vision qui serait soit utilitariste, obsédée par la performance, néolibérale comme on a dit, soit une vision qui serait tournée vers l'intérêt général, l'intérêt public. Or, l'utilité et l'efficacité fait le sens collectif. Et le sens collectif incite à l'efficacité. Parce que la crise est une crise de la responsabilité. Pour aujourd'hui, arriver à faire... J'avais évoqué cet exemple, je l'ai connu, mais on en a plein d'autres, et Jean-François Copé en a plein d'autres aussi dans sa commune, pour faire une unité de traitement des déchets où je ne demande pas d'argent. Une unité de traitement pour régler moi-même en circuit court mes déchets ménagers. Et on travaille très bien avec le Var d'ailleurs en interaction positive. Où je prends le risque politique, je le fais délibérer. Je suis réélu avec un projet de création d'une unité de valorisation énergétique, terme politiquement correct pour dire un incinérateur, sur ma commune. Et donc je l'assume. Eh bien, je n'arrive toujours pas à le faire, tout simplement parce qu'il a fallu adapter le plan local d'urbanisme, c'est normal, je vais conclure, qu'il faut que celui-ci soit compatible avec le SCOT, le schéma de cohésion d'organisation du territoire, qu'il y a désormais des interscots qui doivent permettre, tout dans le respect de la directive territoriale d'aménagement, qui elle-même doit respecter scrupuleusement les principes du droit commun, de droit de l'urbanisme et des normes européennes, qui doit désormais être complété d'un PADD, plan d'aménagement et de développement durable, auquel va être adjoint dans les prochains mois, et on travaille dessus des heures et des heures de réunion, un PDM, plan de mobilité urbaine. Le tout deviendra opposable puisqu'il est annexé à un document qui lui-même est normatif et qui doit en fait faire inscrire, une fois que tous ces documents permettent cette unité de traitement des déchets, après avoir réalisé les études 4 saisons qui par définition durent 1 an, que m'imposera l'ADREAL, eh bien devra être inscrit au SRADET, ce que je ne pourrai pas faire parce que le président de la région ne veut rien inscrire sur le SRADET qui vient de Cannes. Donc,
pour vous dire que toutes ces réalités-là, créées par un excès, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que toutes ces règles partent, la loi climat et résilience, qui va organiser la pénurie du foncier et qui va surenchérir le foncier au moment où, de façon contradictoire, par injonction contradictoire, on dit de faire plus de logements sociaux, des écoles et de réindustrialiser. Toutes ces bombes à retardement partent de bonnes intentions qui sont en fait le fruit d'un théâtre politique, médiatique, vous disiez, c'est tout l'ensemble, qui consiste à dire qu'à chaque sujet, on répond par l'émotion, on annonce un texte, que ce texte est pris ou pas, et que ce texte n'est pas évalué. Donc, le tout, c'est de revenir à un système qui permettra, pour débureaucratiser, défiscaliser, tout en redonnant du sens collectif et en payant mieux les fonctionnaires, de trancher ce nœud gordien qui fait que, lorsqu'en Allemagne, État fédéral, l'hôpital a 25% de dépenses hors médicales, lorsqu'en Suède, État central, l'hôpital a 24% de dépenses médicales, la France, État, la France, a 34% de dépenses hors médicales. Ce delta de 8 points représente 480 000 fonctionnaires. L'équivalent de cette masse salariale de 480 000 fonctionnaires pourrait être affecté un tiers pour désendetter le pays, rendre contribuable et penser aux générations futures, un tiers pour augmenter les fonctionnaires qui sont souvent mal payés, un tiers pour remettre des fonctionnaires sur le terrain. Donc la réponse, pour responsabiliser, elle est dans la décentralisation, elle est dans la réorganisation des services déconcentrés de l'État en les organisant à l'échelle départementale autour de préfets qui soient responsables, y compris sur les directions administratives et territoriales et les services de l'environnement. Elle est par la réinvention d'un principe qui a valeur constitutionnelle, qui est celui de la subsidiarité, qui consiste à se désintoxiquer de la dépense publique. C'est une drogue, la dépense publique. Et plus il y a de dépenses publiques, plus les sondages montrent l'insatisfaction à l'égard de l'action publique. Parce que ça infantilise, parce qu'on attend toujours plus, parce que nous-mêmes, en tant que citoyens, on n'est plus responsables, on devient consommateur de l'espace public. Quand un État est appelé providence, la providence, c'est Dieu. Et je crois que Dieu n'a rien à faire dans les affaires de l'État. Voilà. Alors, on a eu la méthode Lisnard. On va voir la méthode Jean-François Copé. Comment on fait pour couper le nœud gordien? D'abord, je trouve que tout ce qui a été dit là résume parfaitement la gravité de la situation. Moi, j'entends tout ça. Ma première remarque, c'est de dire, en fait, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça s'arrête vite. Parce que nous sommes dans une situation qui est totalement folle. Le constat négatif sur la manière dont l'État se comporte est archi clair. Des mots comme tous ceux qu'on a entendus là, les lourdeurs, les déficits, l'hyperfiscalisation, l'absence totale d'évaluation, l'inefficacité, très bien. Peut-être un point positif quand même. Pour la mise en œuvre de certaines politiques publiques, l'État français, avec le concours des collectivités locales, peut parfois, dans certaines circonstances, faire des miracles. Voilà. Ne pas le dire, c'est ne pas être objectif. La crise sanitaire, comme on est français, on a beaucoup critiqué sa gestion. Si on se pose 2 secondes et qu'on compare avec ce qui s'est fait dans d'autres pays, il y a eu, de la part de la puissance publique française, des choses remarquablement conduites. Si on ne le dit pas, ça veut dire qu'on est dans le mainstream ambiant. Il y a eu des choses remarquablement faites. La manière dont on a aidé les entreprises, dont Bercy a agi pour intervenir très vite, a permis de sauver une bonne partie du tissu économique français. Le cafouillage du début sur les masques, moi qui ai participé à l'action gouvernementale comme Hervé, a été total pendant un certain nombre de semaines. On a été pris de court, on ne va pas dire le contraire, et ça a donné lieu, David le rappelait très justement, à des choses folles. Nous, maires, se débrouillant pour aller, par des moyens, chacun s'est débrouillé comme il a pu, récupérer des paquets de masques sur les tarmacs. Moi, je ne suis pas très loin de Roissy, enfin, on est organisé. Mais la vérité, c'est qu'une fois l'effet de surprise absorbé, on a fait des miracles. On a vacciné dans nos salles communales massivement. Au passage, la France est le seul pays où aucun Français n'a eu à payer pour un vaccin. Quand même. Je sais que c'est OK, c'est très cher, mais de temps en temps, on a le droit de se dire qu'un pays riche a le devoir de financer pour tout le monde ce genre de choses. Et Dieu sait si je ne tiens pas le même discours
sur les immenses gaspillages par ailleurs. Ce que je veux simplement dire, et c'est ça mon point, et c'est pour ça que je trouve très bien d'avoir choisi comme thème l'État et la politique, c'est qu'en réalité, lorsque le pays est commandé, on a des résultats. Lorsqu'il n'est pas commandé, c'est n'importe quoi. Ce que d'ailleurs avait très bien résumé un jour un de mes profs à l'ENA, un truc très très mauvais, qui est responsable d'absolument tous les malheurs de la France depuis toujours, mais qui quand même est une école d'application qui formait des gens à l'administration d'État, comme on forme les militaires à Saint-Cyr, les ingénieurs à Polytechnique, etc. Et j'avais un de mes profs qui j'avais confié que je voulais vraiment faire de la politique, voire être président de la République. C'était d'autres époques. Hein. Et il m'avait dit, Copé, je vais vous dire un truc, si vous avez l'honneur un jour, l'immense honneur d'être nommé ministre, retenez une chose. Un ministre, un vrai, c'est pas celui qui fait une bonne émission à la télé ou qui donne son nom de famille à une loi. Un vrai ministre, c'est le patron de son administration. Il est d'abord là pour la commander. Et je n'ai pas oublié le message. La vérité, c'est que quand vous commandez votre administration, c'est-à-dire que quand vous donnez des instructions précises et que vous vérifiez qu'elles sont mises en œuvre, c'est-à-dire la clé même du commandement, alors vous vous rendez compte que vous avez sous votre autorité des fonctionnaires qui comprennent ce qu'ils ont à faire, qu'ils savent qu'ils vont être évalués sur la manière de faire et qui peuvent effectivement mettre les choses en ordre de marche et réussir des choses. Tout notre problème, il est dans la mise en œuvre. Et en réalité, si on veut changer le système, il faut changer la méthode de commandement de ce pays. Premièrement, il faut, une bonne fois pour toutes, assumer qu'une dépense publique doit être efficace. Hervé a écrit beaucoup de choses sur le sujet depuis des années, malheureusement beaucoup dans l'indifférence. La vérité, c'est que assumer l'évaluation des finances, de l'efficacité de la dépense publique, ça veut dire les prendre les unes après les autres, dire très clairement qu'il faut réduire les dépenses de fonctionnement et augmenter les dépenses d'investissement, et s'assurer sur chacun des métiers de l'État qu'il est capable de faire avec le bon argent. Ce qui n'est jamais le cas. Et on peut le faire vérifier. Hein. Il y a des commissaires aux comptes, il y a un truc qui s'appelle la Cour des comptes, qui publie des rapports tous les ans, qui n'ont aucune valeur coercitive. Alors que dedans, vous avez les clés d'entrée pour faire. D'ailleurs, quand j'étais ministre du Budget, j'ai fait un truc qui s'appelle la LOLF, qui est en fait une comptabilité analytique de l'État, qui depuis est partie dans les limbes, parce qu'on a considéré que maîtriser les dépenses publiques n'avait plus aucune espèce d'importance, parce qu'il fallait sauver le journal de 20 heures. Moi, je suis très sensible à ce que vous avez dit, je pense exactement la même chose. La réalité, c'est que nous avons perdu le sens de ce qui, en action publique, est majeur, l'articulation entre le temps court et le temps long. Trop souvent, une information qui sort le matin à 7 heures sur RTL donne lieu, à partir de 8-10 heures, à de l'émotion dans les cabinets ministériels. Et lorsque arrive 15 heures, l'heure des questions d'actualité, le ministre doit sauver le journal de 20 heures et il va donc annoncer une loi dans l'après-midi. L'émotion. Et derrière tout cela, la concrétisation parfaite de l'inefficacité publique. Car qui dit loi dit derrière des décrets d'application qui arriveront plus ou moins vite, des règlements dans tous les sens, parce que le ministre ne s'occupera plus de l'avenir de cette loi. Il l'a annoncé pour le 20h, il considère que le boulot est terminé. Et on va confier à des administratifs le soin de rédiger la mise en route de tout ça. Et plus ils sont jeunes et inexpérimentés, moins leurs chefs, plus expérimentés mais qui n'ont pas le temps de vérifier, les laissent écrire, plus on est sûr que ça donnera sur le terrain des choses totalement inapplicables. Et croyez-moi, j'en parle en connaissance de cause. Un jour, un enfant est tombé dans une tour d'un ascenseur qui avait été saboté par des voyous qui avaient coupé les câbles. L'ascenseur est tombé direct. Grande émotion pour la journée. L'après-midi, la loi ascenseur a été annoncée. La loi ascenseur était... Article 1, tous les ascenseurs de France doivent être vérifiés. Article 2, les décrets d'application fixeront les modalités. Effectivement, au fil des mois et des années, on voyait pondre des règlements prévoyant un certain nombre de normes. Et à la fin, naturellement, tout ça est devenu tout et n'importe quoi dans tous les sens. Je prends un exemple, on en aurait des milliers. Évaluer la dépense publique, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est évidemment de s'occuper de la fonction publique sérieusement. Tout à fait raison de dire qu'ils ne sont pas payés, enfin, que les fonctionnaires sont mal payés et que surtout, il n'y a pas moyen de rémunérer mieux et de récompenser mieux ceux qui font plus que le nécessaire. On connaît la chanson par cœur. Je propose une chose, qu'on supprime l'emploi à vie dans la fonction publique. C'est incompréhensible aujourd'hui.
Bien entendu, de le faire pour les nouveaux entrants, on ne va pas remettre en cause ce qui existe pour le passé, mais de le faire, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est une barrière à l'entrée. Vous avez des millions de gens qui rêveraient de pouvoir s'engager 2 ans, 3 ans, 5 ans pour le pays, et qui savent qu'ils ne pourront jamais le faire dans des emplois à responsabilité. Jamais. Alors on peut leur donner une petite mission, un petit contrat, qui sera très contrôlé, très encadré, très dissuasif, et les syndicats vont faire tout ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas important dans le système. La réalité, c'est que je ne comprends pas comment on ne peut pas laisser un grand entrepreneur, un cadre important, ou n'importe qui, s'engager sur un contrat de 5 ans pour des vraies missions, avec des vraies ambitions, pouvant même être chef, que ce ne soit pas le visage médiatique, on va nommer un préfet, un ambassadeur, non, non, que ce soit naturel, comme il doit être naturel le fait pour des fonctionnaires d'aller dans le privé et de changer de vie, sans que ce soit une telle remise en cause de leurs avantages précédents qu'ils ne le feront jamais. La suppression de l'emploi à vie pour les nouveaux entrants et leur substitution par un contrat de travail parfaitement banalisé ne pose aucun problème. Et qu'on ne vienne pas nous dire « Ah non, non, parce que vous savez, les métiers de l'État, il ne faut pas les donner à n'importe qui, regardez les magistrats, regardez les policiers. » D'où ça sort? Les formations, ça existe pour tout le monde. Au titre de quoi on ne pourrait pas avoir le droit de faire aussi des fonctions régaliennes? Il faut des formations. Et on a le droit de se former en France. Il faut en réalité fluidifier tout ça. Ça veut dire que du coup, on responsabilise, on mesure l'efficacité, on se sépare de quelqu'un s'il n'est pas bon, et à l'inverse, évidemment, on le promeut et on le rémunère en tant que tel s'il l'est. C'est le deuxième point, il est essentiel. J'en ai un troisième pour le même prix, c'est la décentralisation, évidemment. Et ce que dit David est parfaitement juste, on le sait tous. Certes, il y a l'hyper-bureaucratisation que tu as dénoncée à juste titre, qui est pas tragicomique, il vaut mieux en rire. Je vous voyais vous marrer, nous, une fois sur deux, on rigole, une autre fois, on rigole plus. On dit, mais ils sont fous, quoi. Bon, avec toutes les contradictions que ça veut dire, je vous recommande de suivre un dossier d'implantation de photovoltaïque, de panneaux solaires dans un champ agricole. On est chez les dingues. C'est-à-dire, d'un côté, le nucléaire ne marche pas, alors qu'on nous a fait croire qu'il marchait très bien, parce qu'entre les grévistes qui empêchent la rénovation de certains réacteurs, le fait que pendant 10 ans, vous avez 2 présidents de suite qui ont dit à tous les ingénieurs de France « Arrêtez avec ce métier du nucléaire, c'est vrai, vous êtes criminels, arrêtez, faites autre chose ». Donc l'excellence française s'est diluée dans le temps, sans compter tous ceux qui sont partis à l'étranger vendre leur talent ailleurs. Et dans le même temps, on nous dit aux jeunes « Non, écoutez, on s'est complètement gouré, il faut remettre le nucléaire ». Et tout ça, c'est de la faute du président d'EDF, le pauvre qui s'est retrouvé au milieu du truc, on lui a dit oui, on lui a dit non. Voilà ce qu'on paye. Bon, donc, en réalité, pour moi, la décentralisation, ça veut dire tout simplement rappeler un détail. Qui tient la République au quotidien? C'est le maire. C'est le maire. Alors, bien sûr, le président de département, le président de région aide, coordonne, donne des moyens. Mais le maire, c'est celui chez qui tous les Français vont pour régler leurs problèmes. C'est la relation de ceux qui n'ont pas de relation. Il est au cœur du métier, il fait tout ce qu'il peut pour trouver des solutions. Et la réalité, c'est que le rôle du préfet, c'est de l'aider. Le rôle du préfet, c'est de créer les conditions pour qu'il puisse travailler le mieux possible pour réaliser des projets. Et évidemment que le préfet est là aussi pour encadrer les pratiques stupides. Quand vous avez des maires qui prennent la folie des grandeurs, qui surendettent leur ville, qui bloquent complètement les choses, il est bien que le préfet dise non, là, monsieur le maire, c'est trop. Ça s'appelle un abus de droit, c'est pas possible. Mais en dehors de ces quelques excès qu'on connaît, la réalité du quotidien, c'est des maires dans l'anonymat général qui font le boulot. C'est pas mal d'être d'ailleurs un peu anonyme, parce que ça vous permet de travailler. Je suis bien d'accord aussi avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que le maire est encore une des dernières fonctions politiques où vous pouvez encore faire quelque chose. Le reste, tout est sujet au journal de 20 heures. Et le livre de Chloé Morin est, de ce point de vue, parfait. Le manuel pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, ce n'est plus du tout attractif de s'engager pour son pays. Une honte, à force d'avoir tout laissé se dégrader. Et j'en viens donc au 4e point, qui est pour moi le plus important, la rénovation du commandement. Aujourd'hui, notre problème, c'est que le pays, aussi paradoxal que ça puisse paraître, n'est plus gouvernable. Il n'est plus gouvernable parce que tout se vaut. La parole d'un ministre, ça vaut pas mieux que celle d'un gilet jaune. Regardez 10 minutes un plateau télé sur une chaîne d'information continue, quelle que soit son orientation d'ailleurs, vous mesurez l'effondrement de l'autorité. Le seul fait qu'on puisse considérer que quand un ministre dit quelque chose, alors que c'est une évidence, 2 et 2 font 4, et que vous avez le gilet jaune à côté, qui n'est parfois d'ailleurs plus son gilet jaune, mais il y en a qui en a encore la mentalité, à qui on va donner une audience anormale, et qui va dire non, non, monsieur machin, on ne dit plus monsieur le ministre, non, non, vous avez dit 2 et 2 font 4, non, non, ce n'est pas une vérité, c'est une opinion.
Moi, je peux vous démontrer l'opinion inverse. Ben non, il y a des faits. Non, non, c'est une opinion. On rentre dans un système de relativisation du débat public qui fait qu'aujourd'hui, la parole politique, celle qui doit incarner l'autorité au sens noble du terme, dans une démocratie, c'est-à-dire qui rend des comptes au peuple, ne peut plus s'exercer correctement. À partir de là, vous regardez l'histoire, vous parliez du tragique, à juste raison. Qu'est-ce qui manque à beaucoup de dirigeants politiques? Parce qu'on nous demande beaucoup de choses, on nous demande d'être bon en économie, très bien, finances publiques, d'accord, en droit, on demande de tout connaître surtout. Il y a un sujet qui pour moi est le marqueur. Et moi, quand je regarde quelqu'un qui aspire à des fonctions présidentielles, je suis devenu un coach maintenant. C'est côté doyen de l'humanité. Au bout d'un certain nombre d'années, on a à peu près pigé comment ça marche. Il y a une chose qui m'intéresse. Est-ce qu'il a une culture historique? Parce que la vérité, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait que dans les années 30, des types aussi intelligents que ceux qui dirigeaient le pays à l'époque, Daladier, Herriot, Reynaud, ont calé face aux Allemands. Ont calé. Ils voyaient le problème, ils ne sont pas arrivés à enrayer ça. C'est ça la fragilité intime de la démocratie. Cette situation de dégradation dont on est conscient et qui fait qu'à aucun moment on arrive à faire en sorte d'enrayer ce phénomène. Aujourd'hui, on est en train de connaître ça. Et on est en train de le connaître parce que malheureusement, pour des raisons tout à fait différentes, le tragique n'est plus dans les esprits. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je donne souvent cet exemple, on entend nos enfants dire voilà, moi j'ai entendu ça de temps en temps, papa, c'est tragique. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mon portable ne marche plus. Non, 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 le tragique, c'est pas ça. Non, non, le tragique, c'est ton grand-père, pendant la guerre, l'exode, la mort, la déportation. Oui, j'ai eu un jour, moi, une interview improbable sur TF1 un jour. J'étais à l'époque, je crois, chef de la majorité à l'Assemblée, et on présentait un plan de baisse de dépenses publiques. Pas duré longtemps. Donc j'y vais, et la journaliste qui m'interroge, aux 20h, me dit « Ah ben quand même, M. Copé, quand même, ce que propose le gouvernement, c'est du sang, de la sueur et des larmes. » Je dis « Madame, du sang et de la sueur et des larmes? Attendez, mais cette phrase, elle a été prononcée par Churchill en 1940 pour parler de la guerre, de la mort, de la déportation, du nazisme. Là, il s'agit de savoir si on dérembourse le Doliprane ou si on va reporter la construction du rond-point près de chez vous. C'est cette perte de repères qui fait que le commandement s'effondre. Donc, pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut le rénover complètement. Et si on veut le rénover, il n'y a pas 36 manières. Outre les 3 ou 4 points que j'ai cités, notamment la nécessité de confier au terrain l'action publique pour l'essentiel. Ce qui, moi, me paraît absolument majeur, c'est que le calendrier de l'action publique soit inversé. Quand vous êtes élu président de la République, vous êtes élu sur un programme. Sur ce programme, vous avez des engagements à tenir. Si vous voulez le tenir, vous ne pouvez pas le faire avec la procédure législative classique qui dure 2 ans. Une loi, c'est 18 mois à 2 ans. Entre la discussion, les débats, les votes, les décrets d'application, 18 mois à 2 ans. Un tweet, c'est 18 secondes. On a changé d'époque. Donc il faut en réalité gouverner, ce que De Gaulle avait parfaitement rappelé, par ordonnance. Vous avez 15 décisions à prendre, vous avez été élu dessus, vous n'allez pas refaire encore des débats, vous avez été élu, donc le débat a eu lieu. Et quand on est en démocratie, c'est 51%, 52%, pas 100%. 100% des voix, c'est les dictatures. Les démocraties, c'est 52, 53%. Vous avez la majorité pour faire. Donc vous présentez par ordonnance pendant l'été, vous êtes élu au mois de mai, votre assemblée arrive le 1er juillet, l'été, vous avez 2 mois pour prendre les 15 décisions. L'immigration, l'islamisme radical, les retraites, l'assurance chômage, on les connaît. La réforme de l'État. Et en 2 mois, on a préparé à l'avance 15 textes, 20 textes qui ont force de loi et qui sont adoptés en 2 mois, puisque c'est ce qu'a demandé le peuple français en votant. Plutôt l'été, c'est bien, parce que c'est la période où les syndicalistes sont dans le Larzac en vacances. Le temps qu'ils reviennent, c'est fait. Au 1er septembre, vous pouvez commencer à mettre en œuvre les décisions qui ont été adoptées. Et là, vous passez 4 ans à les évaluer, à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, vous modulez, vous modifiez, comme le ferait un grand entrepreneur d'une organisation pour laquelle il est obligé au résultat. Vous demandez bien naturellement à vos ministres, mais aussi aux élus locaux de mettre en œuvre ce qui a été décidé par ordonnance, parce que c'est le mandat que le peuple vous a donné. Et vous inversez le système. Parce que si vous ne faites pas ça, la première année du mandat, tout se passe bien, on fait une petite loi, une deuxième. À partir de la 2e année,
Tout est bloqué. Les bêta-bloquants se sont remis en place et c'est terminé. Si on veut y parvenir, et ce sera mon dernier point, il y a un sujet qui est aujourd'hui terrible, la judiciarisation de l'action publique. Vous ne pouvez pas décemment réformer un pays où vous confiez aux tribunaux administratifs l'appréciation de la manière dont la loi a été votée, au seul motif que telle ou telle association écologique va venir bloquer le pays. Ça n'est pas tenable. Si vous voulez le faire, il faut donc que des lois soient écrites plus clairement qu'elles ne le sont. C'est parce qu'elles sont trop longues, trop techniques, confiées à des gens dont ça n'est pas le bon niveau, qu'elles ne sont pas applicables. Il faut donc naturellement détransposer, pour les retransposer, les directives européennes où on a été trop zélé, et repenser un certain nombre de lois pour simplifier l'action. Avec ça, vous n'avez déjà plus le même commandement, hein, et vous n'avez plus le même pays. Et enfin, si vous ajoutez à tout cela, enfin, la possibilité pour les maires d'être élus députés, ça fera des gens moins perchés à l'Assemblée nationale, plus concrets, plus capables de raconter ce qu'ils vivent sur le terrain, et ainsi de faire en sorte que l'Assemblée soit moins théorique, plus élégamment habillée. C'est pas grave, je vous assure, mettre une cravate, pas arriver avec un jean troué, c'est pas pour ça qu'on est un suppôt du pouvoir, c'est juste respecter simplement certaines formes d'éthique et d'élégance, qui après tout est la marque de la France. Et puis avec tout ça, ça vous fait une autre manière de faire de la politique, et je pense que ça donnera envie à des jeunes générations d'en refaire. Parce que les jeunes, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'ils apprennent le métier. S'il y en a quelques-uns à l'Assemblée, ça ne peut pas nuire non plus, pas exagérer, mais je suis d'accord, rien ne vaut l'expérience. La politique est un métier. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi être enseignant, c'est un métier, être électricien, c'est un métier, et politique, ce ne serait pas un métier. Si, bien sûr. Mais ce métier, il est d'abord formé par l'expérience, et l'expérience du terrain. Voilà pourquoi je pense qu'en réalité, si vous mettez tout ça en place, vous êtes en situation de créer une nouvelle dynamique. C'est un peu ce que De Gaulle avait fait en 1958, à un moment où ça allait quand même très très mal dans le pays. Je pense que ça va très mal aujourd'hui, pour de toute autre raison. Le pays a toutes les conditions d'être heureux, il y a juste dans la tête qu'on pense qu'on est malheureux. Donc il faut une parole politique pour à la fois dire où on va, rappeler qu'on est un pays très heureux, et que si on veut continuer de l'être pour les générations futures, je pense qu'il faut se mettre au travail très vite. Alors, on a eu la méthode du coach Jean-François Copé. Je voudrais avoir le commentaire du philosophe sur ce qui vient d'être dit. Moi, je partage beaucoup de propos et sur les questions des solutions qui ont été avancées. Je voudrais juste peut-être faire un point sur l'éventail des solutions possibles. On est d'accord sur la nature de la crise, mais essayer de repérer une sorte de cartographie des solutions possibles, celles qui sont raisonnables et qui ont été exprimées ici et que je partage intégralement, et puis peut-être d'autres qui sont un peu moins raisonnables. Pour revenir, il faut vraiment voir en quoi c'est une crise de la démocratie. Et pardon de faire le cuistre, mais dans démocratie, il y a démos et kratos. Voilà. Démos, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir. Il faut les deux. Et le point extrêmement compliqué, c'est que quand on y réfléchit, démos et kratos, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas du tout ensemble. Là où il y a du peuple, c'est très difficile qu'il y ait du pouvoir. Et là où il y a du pouvoir, en général, on en exclut le peuple. Donc c'est pour ça que pendant l'immense partie de son histoire, la démocratie a été considérée comme un régime absolument aberrant, scandaleux. L'article de l'encyclopédie sur la démocratie dit « démocratie, un régime très ancien, très dépassé, has-been, aucun avenir ». Aujourd'hui, tout le monde dans le monde est démocrate. Alors c'est pas la même manière, hein, mais article 1 de la Constitution coréenne, article 1 de la Constitution chinoise, la Chine, la Corée est une démocratie. En octobre 2021, quand Biden organise un grand colloque international sur la démocratie, en disant « moi je suis le leader de la démocratie », la Chine fait paraître un petit livre très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle « La Chine, la démocratie qui marche ». Et oui, on sortait de l'épisode du Capitole, la Chine, et le livre est intelligent, c'est un livre évidemment de propagande, mais un livre extrêmement intelligent qui pointe, comme on l'a fait tous ici, les travers de la démocratie, son efficacité, trop de droits, trop d'intérêts particuliers, trop d'individualisme, trop droits de l'homme. Voilà. Donc le point est ici très très subtil. En fait, vous avez Démos et Kratos, la solution libérale de nos régimes, c'est de dire, pour arriver à articuler le peuple et le pouvoir, il ne faut pas trop de peuple et pas trop de pouvoir. Voilà. Pas trop de peuple parce qu'on va dire qu'il faut des représentants. Ce n'est pas le peuple qui exerce directement le pouvoir, mais ce sont ses représentants. Et pas trop de pouvoir parce que chaque fois qu'il y a un pouvoir, on
mais un contre-pouvoir. C'est un équilibre instable qu'il faut constamment renouveler. Et effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est allé un peu trop loin dans les contre-pouvoirs et ça crée de l'empêchement de l'action publique. Mais voyez que cet équilibre instable et cette déception à l'égard de la démocratie libérale produit deux tentations inverses, même trois, vous allez voir. Première tentation, de dire « Oh, il y a beaucoup trop de pouvoir ». Comme disait Saint-Just, l'archange de la terreur, tous les arts ont produit des merveilles, seul l'art politique n'a produit que des monstres. Donc trop de pouvoir, il faut baisser le pouvoir et augmenter le peuple. C'est tout aujourd'hui ce qu'on appelle l'idéologie de la démocratie participative, qui à mon avis, quand on y réfléchit, je ne développe pas ici, mais est probablement très périlleuse parce qu'elle va accroître l'impuissance publique au lieu de résoudre cette impuissance publique. On peut développer dans la discussion. Donc là, première solution, plus de Kratos et moins de Démos. Deuxième solution inverse, dont il faut également se méfier. Plus de Kratos et moins de Démos. C'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales. C'est-à-dire qu'au nom de l'efficacité, au nom du bien-être et du bonheur du peuple, on peut prendre quelques libertés avec les libertés. Voilà. C'est Orbán, en Hongrie, qui est un être très intelligent, qui a théorisé ça. C'est la référence ultime, le fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, et qui influence Deng Xiaoping en 1979. Le modèle du développement chinois est conçu à partir du développement de Singapour. C'est l'idée qu'au fond, l'objectif, ce n'est pas les libertés, ce n'est pas les droits de l'homme. L'objectif, c'est l'efficacité, c'est le bien-être du peuple, c'est la croissance. Et les libertés, ça vient après. Et puis, il y a une troisième tentation qui consiste à dire plus de peuple et plus de pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle exactement le populisme. C'est-à-dire toujours plus de peuple et toujours plus de pouvoir. Vous voyez, démocratie libérale, démocratie radicale, démocratie illibérale, ce sont les trois premiers arrivés à l'élection présidentielle. Vous avez Macron, démocratie libérale, la recherche de cette synthèse un peu incertaine, et très incertaine. Vous avez Marine Le Pen, démocratie illibérale, on va booster le pouvoir et puis les libertés, on verra après. Et puis Mélenchon, plus de démos et pas de Kratos. Alors, chez Mélenchon, il faut connaître, c'est un petit peu, un petit peu particulier, parce qu'il dit, grosso modo, je serai président, mais je ne ferai rien. Mais connaissant Mélenchon, ça paraît assez peu plausible. Voilà, donc il y a une petite évolution. Mais vous voyez que cette tripartition, cette quadripartition fonctionne en France, mais elle fonctionne au niveau mondial. Et donc, c'est le nouveau clivage. Voilà, donc vous avez ici un inventaire de possibilités, de solutions. Le point, et je termine vraiment avec ça, c'est que nous devons évidemment rester dans la démocratie libérale, la rendre plus efficace, mais pas au détriment, malgré tout, de cet état de droit qui est devenu effectivement très problématique. Mais nous devons respecter cet état de droit, nous devons malgré tout respecter les contre-pouvoirs, mais nous devons rendre ce pouvoir plus efficace. Deux remarques par David Lisnard et Jean-François Copé, je crois que vous avez... Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit... Des remarques rapides. Il faut faire très attention à dire que, parce que c'est une antienne qu'on entend, l'individu roi, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, même si c'est contre-intuitif. Je crois que la difficulté, c'est que l'individu a été déresponsabilisé, comme tout. Et à ce titre, il faut quand même regarder, quand vous dites démocratos, etc., je suis entièrement d'accord, il y a une crise de l'action publique, de la puissance publique, qui est une des causes de la crise de l'incivisme, et ça crée un cercle vicieux. En revanche, la puissance publique est de plus en plus présente dans la sphère privée. Et il faut faire très attention à protéger cette sphère privée, qui est vraiment une conquête majeure de l'humanisme, de la liberté, de la démocratie. Quand vous dites... que Mélenchon, c'est le peuple, le populisme, sans le... Enfin, Mélenchon, c'est la NUPS. La NUPS, c'est ceux qui viennent de nous dire sur des plateaux que tout était politique, y compris le privé. Moi, cette phrase m'a fait bondir. C'est des gens qui vous disent qu'ils veulent aller voir dans notre plumard comment on se chauffe, comment on se comporte avec notre femme, etc. Donc, il y a quand même aujourd'hui une remise en cause de la souveraineté individuelle qui me paraît problématique, et qui est en fait le fruit aussi de l'affaiblissement de l'État régalien. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut que l'État s'occupe mieux de ce qu'il regarde et qu'il s'occupe moins de ce qu'il ne le regarde pas. Et pour revenir à des approches plus philosophiques, moi, je crois que c'est une question d'équilibre.
c'est comme le cholestérol, quoi. Il en faut, mais pas trop. Il en faut du bon, bonne dépense, et pas du mauvais. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir raison avec Aron que tort avec Sartre, c'est-à-dire d'avoir cet équilibre entre pouvoir contre pouvoir, entre individus libres, donc responsables sur l'espace public, c'est-à-dire le civisme, et que pas je jette un papier, le il au pluriel, ils paieront, ah, il faut encore un rond-point, ah, la salle des fêtes, non, c'est nous, le nous. Comment on reconjugue au nous et le nous, c'est une somme de jeux. Bon. Et deuxièmement, je préfère aussi avoir raison avec Raymond Boudon que tort avec Bourdieu. Et je crois qu'il faut accepter le fait que le progrès, que l'harmonie, que la paix viennent du foisonnement d'initiatives individuelles, que l'ordre spontané, ça existe, et qu'ensuite l'État doit être puissant et fort pour recentrer son action sur l'égalité des chances individuelles par l'instruction publique, le déclassement éducatif est le problème de la France, et collectif par l'aménagement du territoire. Ça, c'est le rôle de l'État. Par la justice. Je vous parlais de carence tout à l'heure, abondance d'argent, carence de magistrats, plus acceptable. Donc, de retrouver un État sur ce qui est ses missions, et le reste, accepter de ne pas demander à la puissance publique de régler tous les problèmes. Dernier point. On dit, oui, vous dites, les maires ont encore du pouvoir. En fait, on a de moins en moins de pouvoir. On a de moins en moins de pouvoir fiscal, donc moins de responsabilité, donc ce qui crée du délitement civique. On a de moins en moins de pouvoir juridique et administratif. On est de plus en plus entravé. Il y a eu les grandes lois de décentralisation, depuis il y a une recentralisation. En revanche, donc on a de moins en moins de pouvoir d'agir, mais on a de plus en plus le devoir d'agir. C'est pour ça qu'on agit quand même. On se démerde, on se débrouille. On prend des décisions, on se met en insécurité. Mais l'insécurité juridique n'a jamais empêché un patron de décider. Deux mots pour finir. Oui, Hervé Novelli et Jean-François Copé. Deux petits mots. Juste pour prolonger le propos de David, parce que c'est très important. Il ne suffit pas de dire qu'on va cheffer pour que ça marche. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que nous sommes drogués. Nous sommes drogués à la dépense publique. Et aujourd'hui, l'État est de plus en plus présent partout, dans toute la sphère, y compris la sphère privée. Et donc, il va falloir s'en rendre compte et agir pour éviter que nous soyons peu à peu asservis. Parce que c'est cela le sujet. David emploie un beau mot, responsabilité. Moi, j'emploie le mot d'asservissement. Parce que nous ne sommes plus libres. Et donc, il faut prendre conscience que depuis quelques années, l'État se substitue à tout le monde. Et il y a une sorte aussi d'asservissement économique. Parce que pour les bonnes raisons, les entreprises, on les aide, on les soutient, on les accompagne. Et peu à peu, on perd son acte d'entreprendre, qui est l'acte de la naissance et de la création et du développement des entreprises. Donc il y a non seulement un asservissement individuel, mais aujourd'hui un asservissement économique sur lequel je demande qu'on prenne attention. Une dernière remarque, Jean-François Copé. Dernière remarque, mais je crois que c'est important qu'on ne se quitte pas sans se l'être quand même dit. Dans les trois démocraties que vous avez décrites, en fait, il n'y en a qu'une seule. Hein. Les deux autres, c'est des dictatures. Il faut arrêter de jouer avec tout ça. Je ne vous dis pas que vous le faites, hein, mais il ne faut pas se mentir. La vérité, c'est que la seule démocratie, c'est la nôtre. Mélenchon, ce n'est pas la démocratie, c'est l'extrême gauche. Le Pen, ce n'est pas la démocratie, c'est l'extrême droite. Et que, certes, vous avez décrit à juste raison Singapour, la Chine. La vérité, j'y reviens, chaque pays a son histoire. L'histoire de France n'est pas une page blanche. On a connu des délires lorsque l'extrême droite, comme l'extrême gauche, a été au pouvoir. Car elle l'a été, et on l'a oublié. On a eu des séquences qui ont été les pires périodes où les gauchistes ou les fascistes, d'une manière ou d'une autre, ont été au pouvoir à certains moments et ont fait de ce pouvoir les pires horreurs. La démocratie libérale, avec ses immenses faiblesses, n'en demeure pas moins la seule qu'il faille préserver. À nous, qui sommes attachés à cette démocratie-là, de veiller à être à la hauteur des attentes des gens et donc à passer plus de temps qu'on ne le fait à dire la vérité, ce qu'on ne fait jamais. Le vrai sujet, c'est d'avoir le courage de dire les choses au moment où on les fait et d'expliquer aux Français que s'ils n'en veulent pas, ce sera en connaissance de cause. Mais que s'ils le font, s'ils le choisissent, alors on fera ce pourquoi on a été élu. Ça nous ramène au tout début de ce qui a été dit dans cette table ronde. Les gens nous disent on ne vous croit pas.
Parce qu'ils rajoutent la plupart du temps, quand vous êtes élu, vous ne faites jamais ce pourquoi on vous a élu. C'est le devoir d'efficacité qui sauvera la démocratie. Alors, dire la vérité, c'est aussi répondre aux questions. Je sais que le temps passe très vite. Il y a plein de questions. On va en prendre 2. Alors, levez. Il y a un micro qui circule. Qui veut poser une question? Alors, il y en a une ici et une là-bas. Voilà. Donc, des réponses courtes et des questions courtes et des réponses courtes. Oui, non, ma question, elle est simple. Tous les jours, nous regardons tous les journaux télévisés, les émissions, et la vision, je dirais, quotidienne du politique, elle est sur les plateaux de télé, effectivement, comme M. Copé le précisait. Et effectivement, je pense que ça déforme tous les fondements de la base des politiques qui gèrent le pays. Et je pense que la vision télévisée ne remplit pas la mission que le politique devrait remplir. Je crois que tout le monde est d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut redonner le pouvoir local, parce qu'on peut refaire de la délibération locale, et je suis sûr que tout le monde ici va assister à toutes les séances des conseils municipaux, et que c'est bien mieux qu'un plateau télé. Alors, il vous reste toujours, quand vous voulez être informé, il vous reste toujours les émissions d'Hanouna. Hein. Il vous reste les journaux, il vous reste l'Express. Et l'Express. Hein, on a 2 chroniqueurs. Une question, monsieur, au fond. Une vraie question, là. Allô. Juste sur la légitimité politique, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire? Et pourquoi ça n'est pas encore fait? Alors, la question est, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire? Alors, c'est une question qu'on se pose tous, tout le temps. Et moi, j'ai pas, alors là, pour le coup, j'ai pas de réponse sentencieuse. Le problème du vote obligatoire, c'est-à-dire qui se traduirait par une sanction pour ceux qui ne votent pas, c'est qu'il mettrait sur le même plan celui qui va voter par défaut et celui qui s'engage, quoi. Et qu'il me semble que le vote est un devoir, mais que quand on perçoit l'enjeu et qu'il n'y a pas de crise Covid, les gens vont voter. Voilà, il y a une participation assez élevée lorsqu'on perçoit un enjeu et lorsqu'il y a la puissance. Là, on est exactement au cœur de ce que vous disiez. C'est la puissance publique, l'exécution des politiques publiques qui recrée le lien civique. Mais le rendre obligatoire, c'est un peu une façon de casser le thermomètre, à mon avis, quoi. Oui, une petite réponse. Alors, je fais un séminaire sur les innovations démocratiques à la Sorbonne et c'est une question qui est posée. Mais je voudrais attirer l'attention sur une proposition de Xavier Gors que je n'avais jamais entendue et qu'il a faite hier au cours du cocktail, qui consistait à dire, je trouve ça assez génial, qu'en fait, plutôt que le vote obligatoire, c'est de dire que toutes les voix de l'abstention et blanche vont systématiquement au sortant. Je trouve que c'est très astucieux. C'est-à-dire qu'en effet, vous donnez tout. Les gens, vous acceptez que celui qui a fait le boulot, voilà. Donc ça va directement au sortant, qui ne dit mot consent. Et donc je trouve que c'est une logique extrêmement subtile et astucieuse. Je n'avais jamais entendu ça. Donc bravo Xavier. Tous les sortants sont d'accord. Bon, je crois que le temps, on a dépassé largement. Et alors, comme on commençait la matinée, après, tout va glisser. Merci infiniment à vous cinq, c'était passionnant. Merci beaucoup.